En vous accueillant de nouveau, je vais vous redemander, s'il vous plaît, d'éteindre complètement vos portables, si ce n'est pas encore fait. Merci. Nous voilà donc réunis autour de vous, Monsieur Berger, grâce à cette exposition que vous avez initiée et intitulée « Jacques Doucet, Yves Saint-Laurent, vivre pour l'art » et dont vous avez confié le commissariat au brillant Jérôme Neutre, ici présent. Tous ceux qui sont présents ce soir savent que vous avez réuni avec Yves Saint-Laurent une collection de chefs-d'œuvre qui a peu d'équivalent dans l'histoire de l'art. Le 55 rue de Babylone, votre duplex de plus de 600 mètres carrés où vous avez habité tous les deux, a été en partie reconstitué ici. C'était un musée vivant, au sens où vous viviez dans ce musée à proximité de ses œuvres, dans leur intimité, et on a presque envie de dire en promiscuité avec elles. Et j'espère que vous nous direz tout à l'heure ce que cela représentait de bonheur, mais peut-être aussi de suffocation, qui sait. Tous ceux qui sont présents ce soir ont compris, après avoir vu l'exposition, que le mélange des genres ne vous effrayait pas. Chez vous, Goya fréquentait Warhol, Burne-Jones se frottait à Mondrian, Géricault à Matisse, sans parler des antiquités romaines qui flirtaient impunément avec les sculptures africaines et les Brancusi. Bref, c'était la chevauchée des époques, une bacchanale de style, un bouillon de culture. Mais tous ceux qui sont présents ce soir n'ont pas assisté à la vente aux enchères, autour de laquelle tous ces trésors ont été dispersés. C'était le 23 février 2009, à 19h. 1500 personnes parmi les plus grandes fortunes du monde avaient pris place sous la verrière du Grand Palais pour le premier acte de cette vente, les tableaux impressionnistes et modernes. François de Riclès, alors directeur adjoint de Christie's, ouvrait le feu des enchères. La vente commençait tout doucement, les 10 premiers lots, les Degas, Gauguin, Vuillard, Cézanne, atteignaient leur estimation respective. Puis vint le désespoir de Pierrot, ou Pierrot le jaloux de James Ensor. Estimé à 2 millions d'euros, il partit à 4,9 millions, la salle commençait à frémir et le public du Grand Palais à s'échauffer. À 20h, la tension était palpable et la vente prit un autre tournant quand François de Riclès présenta la sculpture en bois de Constantin Brancusi, portrait de Madame Heller. L'ambiance s'électrisait à mesure que montaient les enchères qui commencèrent à 15 millions. Et quand François de Riclès a fait tomber le marteau à 26 millions d'euros, le public était conscient de vivre un moment historique. Jamais un Brancusi n'avait atteint 26 millions d'euros. Quelques minutes plus tard, c'est un vent de surréalisme qui souffla dans la salle. Le ready-made de Marcel Duchamp, La Belle Haleine, eau de violette, estimé à 1 million d'euros, les enchères grimpaient. De 100 000 euros à 100 000 euros, jusqu'à atteindre 3 millions, 4 millions, 5 millions, 6 millions, 7 millions 900 000 euros, du jamais vu pour un ready-made de Duchamp, autre record. Cette première partie de la vente de votre collection avec Yves Saint-Laurent a battu 9 records mondiaux, dont un pour Mondrian, un autre pour Géricault, pour Paul Klee, Ingres, de Chérico et pour Matisse. Les coucous de Matisse. Ma plus grande émotion. Ça n'a pas duré longtemps, mais quelle intensité. Les enchères ont commencé directement à 9 millions. En 3 minutes, on était déjà à 30 millions. Et quand les coucous de Matisse ont finalement été adjugés à 32 millions d'euros, je n'oublierai jamais le tonnerre d'applaudissements dans la salle. Le public du Grand Palais était fier d'assister à la vente du siècle qui a réalisé ce seul premier soir 206 millions d'euros, frais inclus, alors que l'ensemble de la collection était estimé entre 200 et 300 millions d'euros. Les records allaient se succéder les jours suivants. Il fallait voir les marchands, les antiquaires qui vous avaient vendu ces lots 30 ans, 40 ans, 50 ans auparavant, qui enchérissaient pour tenter de les racheter. Personne ne vous a vu ce soir-là, et pourtant, vous étiez là, au Grand Palais, dans un endroit secret. Vous suiviez cette vente en direct. Je ne vous ai jamais demandé si à un moment, comme dans la chanson de Barbara, vous n'avez pas eu envie de vous lever et crier « Stop, je rachète tout, c'est mon passé à moi ». Vous ne l'avez pas fait. Ceux qui vous ont croisé après la vente vous ont trouvé heureux, triomphant d'avoir en quelque sorte relancé le marché de l'art à Paris. Quand les 3 jours de vente aux enchères se sont terminés le 25 février au soir, vous vous êtes certainement senti plus léger. Vous aviez offert à Paris sa vente du siècle et fait le bonheur de quelques collectionneurs et autres musées
que vous avez aidé à acquérir certaines œuvres préemptées, parfois en faisant purement et simplement le don. Mais aujourd'hui, Pierre Berger, quand vous voyez tous ces chefs-d'œuvre avec lesquels vous avez longtemps vécu, rassemblés de nouveau ici même dans cette fondation qui porte votre nom et celui d'Yves Saint-Laurent, pour l'exposition Jacques Doucet, Yves Saint-Laurent, Vivre pour l'art, n'avez-vous pas envie de les racheter pour qu'à la fin de cette recherche, le temps perdu soit retrouvé? Malheureusement, Monique Younes, je ne suis pas Proust, donc le temps perdu est perdu, pas pour tout le monde. Et je vous dis franchement, j'ai pas envie de le retrouver. Je ne suis pas nostalgique, je n'aime pas le passé, je n'aime pas vivre dans le passé, je n'aime pas les gens qui disent « Oh, c'était tellement mieux hier ». Je pense le contraire, je pense que c'est mieux aujourd'hui. Je pense que je suis heureux de vivre aujourd'hui dans une époque où on peut consulter son journal sur Internet à quelque endroit du globe vous trouvez, où on peut emporter toute une bibliothèque avec soi sur le même iPad, où on va en 3 heures à Londres et à Marseille. Je pense que c'est beaucoup mieux aujourd'hui. Mais est-ce que vous étiez ému quand vous les avez retrouvés, ces objets-là, reconstitués? Vous voulez dire ici? Oui, ici même. Vous savez, il y a très longtemps que j'avais fait le parallèle qui s'imposait entre Doucet et Saint-Laurent. Il faut peut-être commencer par dire que Doucet, et la vente Doucet, je veux dire, a été un point de rencontre et de départ très important dans notre vie, Yves et moi. Parce que nous sommes parmi les premiers, il ne faut jamais dire le premier, mais parmi les premiers, avec Hélène Rochas, entre autres, pour ne citer qu'elle, à avoir collectionné l'art déco. Les gens ne savaient pas de quoi on parlait, très peu de gens ont collectionné l'art déco, après ils s'y sont mis, et tout d'un coup est arrivé un coup de soleil éclatant dans le ciel des collectionneurs de l'art déco. Ça fut la vente en 72 de Jacques Doucet. Alors Jacques Doucet, les gens ne savaient pas qui c'était, ils en avaient tout le monde entendu parler, mais plutôt moins que plus. Et avec cette vente, il découvrait le collectionneur qu'il était. Parce qu'il faut dire pour les plus jeunes d'entre vous. On va le rappeler. Bien sûr. On va rappeler que Jacques Doucet était un couturier qui n'était pas, je ne vois pas les talents comparables à Saint-Laurent, ce n'est pas comparable parce que ça n'était pas la même chose. Bien sûr. La haute couture de cette époque n'était pas la haute couture que nous avons tous connue. 1880, 1920, par exemple. Oui, mais c'est allé beaucoup plus tard, jusqu'au début du XXe siècle, avec Paul Poiret qui a travaillé chez lui. Et cette haute couture, que ce soit les sœurs Callot, que ce soit Jacques Doucet et bien d'autres, ne peut pas se comparer à cette haute couture qui, disons-le, a reçu ses vrais codes par Christian Dior à partir de 1947. Avant la guerre, juste avant la guerre, il y avait une haute couture très importante, évidemment déjà Chanel, déjà Schiaparelli, Madeleine Vionnet et aussi Balenciaga. Mais l'engouement qu'a connu la haute couture et qu'on a connu jusqu'à ces derniers temps, même si aujourd'hui je trouve ça parfaitement nul et ridicule, c'est Christian Dior qui l'a créé parce que c'était l'après-guerre et parce que, comme toujours après les guerres, il y a un sursaut, une volonté de vivre et une volonté de créer, et c'est Christian Dior qui a créé ça. Donc, Saint-Laurent, il fait partie de ça, et ô combien lui. Doucet, pas du tout. Donc on ne peut pas comparer la carrière de couturier. Mais on ne peut pas comparer les collectionneurs. Donc Doucet a commencé par faire des collections de meubles 18e. Il avait une grande bibliothèque 17e avec d'admirables revues. Et un jour, il a décidé de tout vendre. Vous voyez, moi j'aime les gens qui vendent aux enchères. Il a décidé de tout vendre et il s'est intéressé à l'art de son temps.
reliures de son temps, bien sûr, et aux ébénistes de son temps et aux peintres de son temps. Et il avait d'assez bons conseillers, puisqu'il avait entre autres Louis Aragon et André Breton. Donc, pour moi, l'arrivée d'Avant Doucet a été extraordinaire. Parce qu'on a découvert des noms, et puis ça a apporté dans le public une espèce de consécration. Donc le rapport Doucet-Saint-Laurent, il était évident. Il y a très longtemps que je l'avais fait, et très longtemps que je souhaitais organiser cette exposition. Et après l'immense succès qu'a connu ici l'exposition Jacques-Émile Blanche, qui, je le rappelle, avec en commissaire général Monsieur Neude, Jérôme Neude qui est là, comme décorateur Jacques Blanche et comme scénographe Nathalie Crinière, je me suis dit que c'est ce trio-là qui pouvait réaliser cette exposition. et nous y sommes. Avant d'y être, j'ai proposé ce thème et cette proposition à Jérôme, qui l'a tout de suite accepté, mais il a fallu 2 ans pour monter cela, car ne croyez pas qu'on fait venir ces choses qui viennent du bout du monde facilement. Ça n'a pas été le cas, et je vais vous dire franchement, honnêtement, il y a des pièces que je regrette et que je n'ai pas. Par exemple, dans vos citations de tout à l'heure, vous n'avez pas cité le plus exceptionnel exemple, qui est ce fauteuil d'Aïd Gray, qui, le marteau s'est abattu à 23 millions d'euros. Il avait été estimé 2, je crois, il s'est abattu à 23 millions d'euros, ce qui, aujourd'hui encore, je ne comprends pas, parce que je vais vous dire en fait confidence, si celui qui l'a acheté le remettait en vente demain, il ne fera pas 23 millions d'euros. Donc c'était le moment, c'est ça la merveille des ventes aux enchères. Il y a une émulation, il y a beaucoup de choses, tout le monde veut renchérir l'un sur l'autre, il y a une atmosphère, il faut être là et il faut jouer le jeu, c'est comme un casino. Donc ça a fait 23 millions d'euros, mais celui-là n'a pas voulu me le prêter. Et je vous cite ça comme je peux citer un Mondrian qu'on n'a pas aussi voulu me prêter, et qui a été remplacé dans les 4 derniers jours par le papier découpé de Matisse qui se trouve là, que la plupart d'entre vous a vu, j'imagine. Donc, ça s'est fait très longtemps. Vous savez que le canapé de Coire, ou plutôt vous ne savez pas que le canapé de Coire est ici présent. D'abord, il faut dire que le canapé de Coire et la charmeuse de serpent du douanier Rousseau, ça fait 29 ans qu'ils étaient séparés. Ils ont été séparés depuis 29. Ah, ils se sont trouvés après 86 ans. C'est pas mal. Alors on est très content de ça, mais il faut que vous sachiez maintenant que ce canapé de Coire, la collection a ouvert lundi. Lundi. Oui. Il est arrivé le samedi matin. Parce que les douanes américaines ne voulaient pas laisser sortir de l'ivoire avec un objet d'ivoire. Il a fallu toute une histoire dans laquelle tout le monde s'est mêlé, l'ambassadeur et tout ça, pour leur dire que c'était peut-être de l'ivoire, mais que c'était un objet d'art, que c'était pas une défense d'éléphant. Donc, c'est arrivé la veille, enfin le samedi. C'était donc pas facile. Il faut rendre vraiment hommage à Jérôme, qui a passé 2 années à collecter toutes ces choses. Bon, des choses Saint-Laurent étaient faciles, le Goya, bien entendu, je l'avais offert au Louvre. Mais racontez-nous comment déjà avant, effectivement, vous l'avez légué au Louvre, avec Yves Saint-Laurent, etc. Mais comment on achète un Goya? Non, pas avec Yves Saint-Laurent, je l'ai légué tout seul. Ah, vous l'avez légué tout seul? Au Louvre, à la mort d'Yves Saint-Laurent. D'accord, mais alors déjà, comment on achète un Goya? Parce que, comme le reste, vous sortez votre carnet de chèques.
si facile, Pierre Berger. Et ça se trouve des Goya comme ça, même ça se trouvait dans Je vous jure, je ne l'ai pas volé. Oui. Je vous jure, je ne l'ai pas volé. C'est pas si fréquent quand même. Non, c'est pas fréquent. Un Goya, c'est pas fréquent de trouver un linceur, mais surtout de cette dimension-là. Mais bon, c'est comme ça, c'est les hasards de la vie. C'est aussi avoir un marchand qui devient un ami. En l'occurrence, Anna Tarika. Ça, c'est important. Et qui m'a choisi parfois de préférence à d'autres. Je me rappelle, je lui rends visite un jour, je descends au sous-sol, je vois un tableau. Qu'est-ce que c'est ça? Je savais, j'ai compris. Il m'a dit, vous voyez bien, c'est un Picasso cubiste. Mais je le veux. Il me dit, je peux pas. Comment vous ne pouvez pas? Il me dit non. Maintenant, il y a la prescription. Je l'ai promis à Gianni Agnelli. Je dis, écoutez, vous débrouillez. Vous racontez ce que vous voulez à Gianni Agnelli. Mais moi, je n'ai pas question, je n'ai pas ce tableau. Bon, je rappelle dans 48 heures. 48 heures après, il m'appelle pour me dire, vous avez le tableau. Voilà. Ça, c'est aussi par amitié. Et puis, par exemple, ce marchand, parce que je suis plus, mais il y en a d'autres. Il y en aurait d'autres qui, je n'ai peut-être pas travaillé avec ceux-là, mais ils ont la même manière de travailler, ce qui est normal, avec leurs clients qui sont évidemment leurs amis. Quand par exemple, le Goya, quand par exemple, il a pu acheter un Rockefeller à New York, le Goya, il m'en a fait part tout de suite. Il m'a fait profiter du Goya. Donc ce sont des achats que vous n'achetiez pas tout le temps ensemble avec Yves Saint-Laurent. Vous savez, les tableaux, je les ai beaucoup achetés seuls. Avec Yves Saint-Laurent, non, j'ai acheté toujours l'art déco. Et puis, vous savez, c'est un secret pour personne. Dire que Yves Saint-Laurent était plutôt reclus. Oui. Alors il avait un peu un œil qui se déplace. Mais il m'a fait confiance. Et donc vous lui faisiez des surprises, par exemple? À le Goya. Ah oui? À le Goya, je l'ai eu un après-midi, je l'ai amené rue de Babylone. On avait l'entrée de la rue de Babylone comme ça, et au fond, il y avait le salon. Entre les deux, il y avait une porte coulissante. J'ai fermé la porte coulissante. Comme ça, je suis venu là, il travaillait dans son studio. Je lui ai dit, tu sais, Yves, quand tu vas rentrer tout à l'heure, fais attention. Hein. Il ne va pas ouvrir les portes comme ça. Alors il est entré, oui, évidemment, il en parle, il raconte que ça a été un coup incroyable pour lui. Et est-il vrai? Mais je vais vous raconter l'histoire du Goya. Jusqu'au bout. Est-il vrai? Non, mais est-il vrai qu'il avait du mal à se séparer? C'est ce que j'allais vous dire. Ah. Un jour, le Prado, à Madrid, me demande de prêter le Goya. C'était une exposition sur les enfants de Goya. Un des plus célèbres enfants avec le nôtre était celui du Metropolitan à New York, qu'on peut appeler l'enfant bleu et celui-là l'enfant rose, qu'ils avaient eu évidemment parce que le maître leur avait prêté. Plein de tableaux d'enfants admirables. Et j'ai dit à Yves, tu sais, on va prêter le tableau. Ah non, on ne va pas prêter. J'ai dit, comment on ne va pas prêter? Comment on ne va pas prêter? Une exposition comme ça, il n'y en aura pas deux. Exposition des enfants de Goya. Et tu crois qu'on ne va pas prêter? Ah non, 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 il n'y a pas question, on ne va pas prêter. Et puis, il dit un mot que j'ai saisi comme une perche. Et qu'est-ce que je vais mettre à la place? Je vais faire une photo. Ah bon? On a fait la photo du cadre, tout réuni. Et le Goya qui était sur un chevalet dans le salon a été remplacé. Il était fou de bonheur. Il n'était pas idiot, il savait bien que c'était une photo, mais il était là. Le Goya était là. Bon. Alors, vous vous êtes rencontré avec Yves Saint-Laurent en 1958 et votre collection a commencé tout de suite, un peu plus tard. Comment ça s'est passé concrètement? Il faut dire effectivement, préciser que vous n'avez rien reçu en héritage, que tout ce que vous avez eu, vous les avez acheté. Oui, mais en 58, moi j'avais 28 ans. Et pas beaucoup d'argent. Non, je n'avais pas beaucoup d'argent, mais un petit peu quelque chose, un peu de tableau, un peu de ceci, un peu de cela. Mais bon. Et lui, il n'avait rien du tout. Parce qu'il arrivait d'Oran, une famille, on ne savait pas ce que c'était, ni un livre, ni une œuvre d'art.
Donc il est arrivé tout nu. Et le premier objet qu'on a acheté, c'était chez un marchand que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Charles Raton, grand spécialiste, célèbre spécialiste d'art primitif, comme on ne disait pas à l'époque. On disait un nègre. Alors aujourd'hui, comme il faut parler politique correcte, on dit un primitif. Et c'est bien comme ça. Vers lointain, on peut dire aussi. Bien lointain. Voilà. Donc c'est un oiseau de la Côte d'Ivoire, du nord-est de la Côte d'Ivoire, un peu Mali aussi, qui est une tribu de Sénoufo. C'est très beau, un oiseau qui est grand comme ça, qui est très grand pour un oiseau Sénoufo. Et voilà, et depuis, je ne l'ai jamais vendu. Et ça a été un choc esthétique, vous le voyez, vous tombez en arrêt. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous demandez qui achetait ou qui n'achetait pas. Le choc esthétique, il s'est déclenché par lui. C'est lui qui est resté comme ça. Et puis on est entré, et puis voilà. Et puis évidemment, j'ai partagé ce choc esthétique. Alors parlons des Mondrian. En 65, Yves Saint Laurent fait une collection hommage à Mondrian. Vous savez, quand il a fait une collection hommage à Mondrian, j'étais loin de penser qu'un jour nous posséderions 5 Mondrian. Et comment les Mondrian sont venus après? Comme les autres. Parce qu'il y avait... Ils étaient attirés Je sais que le chéquier était très important. Ils étaient attirés par Goya. Ouais. C'est pour ça qu'ils sont venus. Est-ce qu'il avait cette sensibilité sur les purs, il désirait Yves Saint Laurent, il vous disait... Je vous rappelle qu'il a fait une collection, non pas une collection Mondrian comme tout le monde croit, comme tout le monde dit, mais 7-8 modèles Mondrian dans une collection qui était de 65, après avoir reçu en cadeau de Noël un livre sur Mondrian, c'est comme ça que ça s'est fait, et tout d'un coup il a eu comme ça un flash, et ça c'est ce qui m'a, dans tous mes souvenirs de Yves et de la mode, c'est une des choses qui m'a le plus épaté. J'étais dans mon bureau et on me trouvait en me disant, s'il vous plaît, monsieur Saint Laurent, mon studio, je suis allé, j'ai ouvert la porte, et je vois une robe avec un carré rouge là, et il va un Mondrian. Et j'ai immédiatement en admiration, parce qu'il a beaucoup travaillé sur les peintres. On peut penser que c'est bien ou pas bien, mais probablement il n'y a jamais eu cette adéquation absolue comme avec Mondrian. Ce n'est pas une appropriation, c'est exactement, profondément une manière de traiter Mondrian avec un grand respect. Alors, vous avez parlé effectivement du nombre de Mondrian. Votre collection comprenait 5 Géricault aussi, oui. Si j'ai bien compté. Oui. C'est quand même rarissime dans une collection privée. Est-ce qu'on peut dire que c'était 2 peintres qui vous importaient plus que les autres? Moi, j'ai toujours eu une passion pour Géricault, mais vous savez, Yves aussi, vous compreniez bien que c'est peut-être moi qui ai acheté davantage que lui pour des raisons tout simplement de mobilité, je dirais, mais que nous avons partagé ce goût, complètement partagé. Voilà. Jamais je l'ai entendu dire « Oh, ça pourrait très bien ça », tout de suite. Lui, il comprenait tout de suite l'utilité des choses. Enfin, quand j'ai amené Munch, et que je lui ai dit, parce que ça, il aimait bien savoir, les couturiers sont mégalomanes, il y a longtemps que j'ai dit ça, et que je lui ai dit, tu sais, c'est le seul en France. Ça, je lui ai fait lire. Et je pense qu'il a beaucoup plus aimé le Munch, sachant qu'il était le seul, que s'il était norvégien, avec, où on en trouve encore. Hein. Alors, est-ce que l'art de collectionner voulait dire pour vous l'art de choisir ce qu'il y a de mieux, d'exceptionnel?
Je n'ai pas compris le sens. Si l'art de collectionner, c'est l'art de choisir, évidemment. Aussi, ça peut être l'art d'éliminer. C'est l'art d'éliminer. Bien sûr. Vous savez, dans la vie, moi j'ai toujours dit que les dégoûts étaient plus importants que les goûts. Voilà. D'ailleurs, votre savez, collection de livres en témoigne. Vous savez, on peut changer de goût. Ça m'est arrivé. On ne peut pas changer de dégoût. Et alors, est-ce qu'il y a des peints que vous disiez jamais celui-ci? Évidemment. Alors... Vous voulez le cite? Mais oui. Mais je vais vous dire autre chose parce qu'il faut aller plus loin. Je peux vous dire Dali, je ne pourrais jamais acheter Dali de ma vie, etc. Rien, jamais. Mais il faut aller plus loin. Votre question, elle nous entraîne à vous dire qu'il faut être capable de faire un tri. Il faut être capable de choisir. Alors, beaucoup de collectionneurs ont des signatures. Je ne suis pas sûr que ce soit ce qu'il faut faire. Il faut être capable de dire que on va prendre un peintre, pour moi, probablement le plus grand du XXe siècle. Je parle de Matisse. Il faut être capable de dire qu'à partir des années 25-30, il n'y a pas beaucoup de Matisse sublimes. Il y a toutes ces odalisques de la Côte d'Azur, dont je n'aurais jamais voulu pour rien au monde, des choses de ce genre, mais qu'il a fallu attendre les dernières années, son chant du cygne, comme La tempête pour Shakespeare, comme Falstaff pour Verdi, pour avoir ses cut-outs, ces papiers découpés, où là, Matisse redevient un peintre immense. C'est pour vous dire qu'il ne faut pas acheter un Picasso parce qu'il est un Picasso, mais parce qu'il est un Matisse, et surtout pas un Renoir, et surtout pas un Monet, parce qu'il est un Monet. Mais si les gens ne font pas ça, si ils ne voient pas la différence, on fiche. Et je pense que, alors, c'est qu'il faut qu'ils achètent autre chose que la peinture. Donc, une fois ces tableaux achetés, qui les agençait, qui les mettait en scène? Beaucoup Yves, ça. Ah oui. Oui, beaucoup. On trouvait toujours de la place. Vous savez, il faut que vous compreniez que quand j'ai compris dans cette bande Christie à laquelle vous êtes référé qu'il y avait 732, Philippe, 732. 733. 733, là où je me suis dit, mais qui sont les deux fous qui ont pu acheter tout ça? Il faut que vous compreniez qu'on achetait d'abord et qu'on plaçait après. On se disait pas, on peut acheter pour là, on peut mettre là, où il y a un trou là. On achetait, puis on trouve la place. Il changeait assez souvent? Non, non. Jamais. C'est comme le Goya, il ne fallait pas changer. Ah oui. Non, ça, pas. On ne changeait rien. Même pas la place de la Cendrier, c'était là et c'était pas là. Alors vous allez dire que je fais une fixette sur les prix, mais est-ce qu'il demandait, est-ce que c'est cher, c'est pas cher, etc. Ou est-ce que non, pas du tout? S'en foutait complètement. Ah oui. Il n'avait aucun sens de l'argent. Je ne sais pas ce que ça voulait dire. J'aurais dit 2, 4 ou 8 ou 20. Pourquoi pas? Et vous, c'était important pour vous? Ou bien non, ça vous plaisait et puis ça y est, vous étiez prêt Écoutez, moi j'ai toujours fait de la même manière. On achète, après on voit comment on paie. N'est-ce pas, M. Bretel? N'est-ce pas, M. Bretel? Je vais faire le pareil. C'est lui qui gère. Alors, est-ce que, je ne sais pas, il vous est arrivé un jour, parce qu'il n'y avait pas uniquement des tableaux, il y avait beaucoup d'objets, etc., je sais pas, d'endommager quelque chose, de... Non, absolument pas, tout était dans le... Alors, les Warhol qu'on voit dans l'exposition à côté, est-ce que c'était une commande d'Yves Saint-Laurent à Andy Warhol? Absolument. Ah oui. C'est une commande d'Yves Saint-Laurent à Andy Warhol. Son portrait d'abord, dans les années 70-71. Voilà. Et les photos de Muji? Les quatre portraits qu'on a amenés avec nous dans un avion,
dans des conditions incroyables. À l'époque, on arrivait à Orly, et je les ai passés comme ça, en les poussant sur le champ, et quand le douanier m'a dit « Qu'est-ce que c'est ?» J'ai dit « C'est des éléments publicitaires. » Il m'a cru, mais s'il avait voulu qu'on ouvre les paquets, il en aurait été convaincu. Comme je ne sais plus qui ramenait des antiquités du Mexique, on lui a demandé c'était quoi, il a dit c'est des santons. Voilà. Et les portraits de Mogic alors? Ça c'est ce qu'il a voulu. Déjà il avait demandé, vous savez qu'il envoyait tous les ans une carte qu'il appelait Love, un poster, plutôt un poster comme ça qu'il appelait Love, et un jour il a eu envie d'envoyer un Love de Warhol, comme ça s'est fait. Il avait donc commandé les portraits de Mogic, puis après. Et le fait que vous les disposiez... Parce que c'était par terre. Ah bon, c'était par terre. Ah oui, là il n'y a eu plus de place. À un moment donné, il n'y a eu plus de place, donc les Mogic étaient par terre. Et Mogic se déplaçait entre ces portraits. Je ne sais pas si c'est reconnu. Non, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est par terre. Est-ce qu'il vous est arrivé de revendre à un moment donné, avant cette Jamais. Parce que c'était tellement important pour vous que c'était inimaginable? Non, parce que je vais vous dire, c'est prétentieux. Comme je pense que je n'étais pas trompé, je n'avais pas besoin de revendre. La même chose pour les livres. Je n'ai jamais fait d'échange, jamais. Alors, on va parler effectivement d'émotion. Est-ce qu'on a compris que le Goya portait tellement à Yves Saint-Laurent qu'il a failli s'évanouir en le voyant. Après, il ne voulait plus s'en séparer. Est-ce qu'il y avait d'autres tableaux qui provoquaient autant d'émotions? Je pense qu'il n'y a aucun tableau qui a provoqué cette émotion, mais que tous les tableaux, tous les objets qu'il avait, ah oui, une passion pour tout, pour chaque objet, chaque tableau. Parler des objets, écoutez, on a passé notre vie entière chez Kugel, qui n'est pas exactement une brocante. Il y a un monoprix pour reprendre. Parce qu'il faut raconter cette anecdote. Quand même, Saint-Laurent allait chez cet antiquaire pour acheter des objets, mais en quantité. Ah oui. Oui. Et parfois, je l'ai ralenti parce que je ne savais pas le prix. On se retrouvait avec de grandes factures. Et donc, effectivement, ce côté charnel de la peinture, est-ce qu'il le retrouvait avec le mobilier? Est-ce qu'il était pareil? Bien sûr. D'où la vente Doucet. D'où la vente Doucet. Est-ce que c'est grâce à la vente Doucet que vous avez découvert, par exemple, Jean-Michel Franck, ou pas du tout? Dites-moi. Mais d'ailleurs, Doucet n'était pas un grand collectionneur de francs. Ah non, Jean-Michel Franck, c'est grâce à Marie-Laure Noailles. Mais là, vous abordez un autre sujet alors. Bien sûr, alors passons. Non, non, mais passons aux arts décoratifs, puisque... J'ai une question. On peut parler des Noailles ici. Oui, mais j'ai une question par rapport au tableau. Est-ce qu'on devient complètement contemplatif quand on est entouré de tant de chefs-d'œuvre? Est-ce que, je ne sais pas, comment on vit entouré de tant de ces chefs-d'œuvre? Est-ce qu'on s'y habitue? Est-ce qu'on les regarde tout le temps? On s'y habitue. Contemplatif, chacun fait comme on le sent. Moi, je suis contemplatif. Vous aimez les regarder? Moi, je restais assis, je les regardais. Je suis comme ça. Yves Saint-Laurent également? Bien sûr. Mais lui, il vivait dedans, complètement. Il vivait plus dedans que n'importe qui, puisqu'il ne sortait pas. Il restait chez lui, puisqu'il ne sortait jamais dîner dehors. Mais vous savez, un jour, je suis pas invité, parce que normalement, évidemment, avec plaisir, je payais ma place, puisque c'était les amis du musée Georges Pompidou qui donnent un dîner une fois par an. Et alors, avec l'argent qu'on leur donne, ça leur permet d'acquérir ceci ou cela. Je me rappelle, c'était une table, il y avait une quarantaine de tables, table de 8, c'était à côté de Philippine de Rothschild, qui est morte maintenant. Et on était là avec des tableaux sublimes,
partout autour de nous, c'est dans la grande galerie. Et une télévision vient me prendre une petite interview, filme, et me dit, Monsieur Berger, qu'est-ce que ça vous fait de dîner au milieu de tant de chefs-d'œuvre? Je dis, bah, c'est comme chez moi. Bon, alors, parlons d'art décoratif et de Jean-Michel Franck. Donc, c'est grâce au Noailles, me disiez-vous? Moi, j'ai connu, je dis moi parce que c'est bien à moi, j'ai connu Marie-Laure Noailles, je peux dire les Noailles, j'ai connu Marie-Laure Noailles, un peu 3 ans, 4 ans, on connaît plus, je suis devenu très ami. Évidemment, une des premières choses que j'ai voulu, c'est amener Yves chez Marie-Laure Noailles. Puis il est devenu client, Marie-Laure est devenue cliente, etc. Et là, j'ai pris de très grandes leçons de coup, puisque dans cet hôtel particulier, situé à côté, place des États-Unis, elle, et c'est là qu'il faut faire entrer dans le jeu de Vicomte, son mari, Charles Vicomte de Noailles, ils avaient confié, pas tout l'étage, mais en tout cas, tout un salon à Jean-Michel Franck. Et là, c'était... Puis on quittait le rez-de-chaussée de l'hôtel, on montait l'escalier avec un Burne Jones qui était la roue de la fortune, qui maintenant est au musée d'Orsay. On arrivait dans une espèce de, pas de couloir, mais de coursive. Là, il y avait 2 Goya exceptionnels, et on arrive devant une nouvelle porte, et là, un salon en parchemin, fait par Jean-Michel Franck, une cheminée en mica par Jean-Michel Franck, et vous aviez un choc. Des fauteuils que nous avons copiés, genre fauteuil club, avec des housses blanches. Ça, c'est ce qu'on a fait pour le pavillon. On essayait de les copier au mieux. Et là, on a eu c'est le premier choc d'art décoratif qu'on ait eu. Mais c'était un grand choc. Et donc, vous avez voulu effectivement... Oui, on s'est beaucoup inspiré. On a eu quelques aspirateurs dans la vie, c'est normal, non? Mais évidemment, quand on voit des collectionneurs d'aujourd'hui, ils essayent de voir ce qu'il y a chez l'autre, etc. Est-ce que vous, c'était vraiment votre ligne directrice, ou bien vous essayez de voir, tiens, regardez ce qui se passe, si à acheter celui-là, etc. Ou pas du tout? C'était pas dans votre... J'aurais bien voulu. J'aurais été très heureux. Malheureusement, les Noailles, j'ai rencontré que. Et puis, vous savez, ça nous amène à, si je vante les Noailles comme ça, et si je vous parlais tout à l'heure de la relation collectionneur et marchand, je veux vous dire que Yves et moi, on n'a jamais consulté le moins de courtiers pour faire une collection. Nous n'avons pas fait, en faisant nos collections, nous ne sommes pas achetés un passeport culturel. Ce qu'on appelle les conseils aujourd'hui, effectivement. Mais je n'ai rien à dire, c'est bien, même les gens qui ne connaissent rien à la peinture, s'ils achètent de la peinture, c'est très bien. Il y a 2 vases dans l'exposition, ce sont 2 vases. Ça encore, je veux dire, j'ai 2 exemples précis, l'oiseau s'il nous faut, et ça, les vases. Nous étions en voiture, rue Bonaparte, je pense que c'était le soir, oui, c'était le soir, et moi je conduisais, tout d'un coup il me dit « Arrête !» On me laisse arriver, quoi. Il y a 2 vases extraordinaires qui sont là. Ils sont là, et on a vu ça tout de suite. Et là, on est allé voir à travers la vitrine, puis on est allé la voir, et puis le soir, on l'avait acheté. Et alors, Dunant, effectivement, vous saviez qu'il était Dunant, etc. Ou Mais bien oui, non, à partir de ce moment-là, on commençait à savoir quand même. Et c'était Dunant, le vase de Dunant. On apprenait à acheter beaucoup de Dunant, dont une immense lac
qui représente un tigre qui va boire, entouré de plantes un peu vénéneuses. Aujourd'hui, cette lac, elle est à Marrakech, où il se trouve très bien. Et le tigre a l'air bien. Donc on comprend effectivement que vous avez tout le temps fonctionné au coup de cœur. Les Lananes, comment les avez-vous connus? Alors ça, c'est Yves, parce que les Lananes avaient travaillé dans la boutique de Dior. Parce que les Lananes sont des gens qui n'ont pas un sou, et ils avaient fait, sur des mannequins, ils avaient fait des têtes comme ça en métal, plutôt que des têtes de mannequins. Et après, on les a fait travailler, enfin c'est Yves qui les a fait travailler dans la boutique de la rue Pontigny. Et puis plus tard, on leur a commandé ce bar qui est là et qui était place Vauban. Donc on est au début des années 60, là. Années 65, 64, 5. Puis bon, après. Le salon de musique, ça aussi, c'est une idée entièrement d'Yves. Alors, à la suite du voyage en Autriche, où dans les châteaux qui sont, vous savez, plein de miroirs qui sont bas en haut et qui battent tout le mur, il a eu l'idée de demander à Claude Lalanne de faire ça. Ça, c'est une idée d'Yves entièrement. Est-ce que vous vous disiez, au fur et à mesure que vous constituez votre collection, c'est une œuvre à part entière? Est-ce que vous aviez cette idée en tête dès le départ? Oui. Moi, j'ai toujours cru, et je le crois quand j'ai fait ma collection de livres, je crois que si on fait ça comme ça, comme je crois que ça doit se faire, je crois qu'un collectionneur crée son propre portrait et qu'on peut lire l'œuvre, la vie du collectionneur à travers ses collections. Vous ne nous avez pas dit, vous avez commencé par dire Dali jamais, les autres, c'est qui? Bon, je ne vais pas citer les cas. Dali est mort, donc je ne vais pas lui faire de peine. Je ne vais pas citer des peines vivantes. Est-ce qu'il vous est arrivé parfois de douter de vos goûts, de dire ah oui, là je me suis trompée? Jamais. Non, parce que c'est pas arrivé. Mais la collection en a, bien sûr. Christie l'a prouvé quand même que c'est pas arrivé. L'artiste qui a le plus inspiré Yves Saint-Laurent, à part Mondrian, bien sûr, c'est qui? Juste derrière Mondrian. On peut dire c'est Braque, c'est Léger, c'est Picasso. Vous savez, on parle d'Yves et Mondrian en 65, on oublie que chez Christian Dior, en 58, il avait fait des robes inspirées absolument de Goya, avec des tissus de soie très très proches des robes de Goya. Donc Yves a toujours eu un rapport très très étroit avec la peinture. Il adorait la peinture et on l'adorait différemment. C'est-à-dire? Moi, j'aime bien démonter les mécaniques et voir comment c'est fait. Pourtant, pas lui. Lui, il sera, et puis voilà. Moi, je veux aller plus loin, je veux comprendre comment un peintre est fait, d'où il vient, pourquoi il a fait ça, etc. Il y a eu d'autres collectionneurs, à part les Noailles, auxquels vous avez voulu vous non. Mais il y a des ou... gens qui, il ne faut pas dire non plus n'importe quoi, il y a des gens que l'on n'a pas voulu se mesurer, mais pour lesquels on a eu une admiration. C'est pas notre truc, c'était pas notre truc. Si vous parlez de l'hôtel Lambert, on a eu une immense admiration, qu'habitait Alexis Drédé. Si vous parlez de la maison des Lopez, à Neuilly, là aussi, on a eu une grande admiration. Si vous parlez des Vindel sur le quai, là, qui ont maintenant leur tableau à Canavelet, on ne peut pas ne pas avoir d'admiration pour ces gens-là, même si ce n'est pas exactement ce que vous avez envie d'avoir. Ce sont des vraies références.
Vous m'avez dit effectivement l'admiration pour Goya d'Yves Saint-Laurent, et vous, est-ce qu'il y avait un tableau qui vous faisait vibrer plus qu'un autre, ou bien c'était l'ensemble? C'était l'ensemble. Pas en plus, pas... Oh, je sais pas. Si. Franz Hals. Voilà. Parce que j'ai un goût particulier pour Franz Hals. C'est comme ça. Et parce qu'il tenait un livre, un personnage qui tenait un livre à la main. Ça me plaisait beaucoup, les livres à la main. Donc c'est effectivement votre collection de livres que vous avez constituée seule. Ah, pas lui, ça m'intéressait pas, Yves, ça, vraiment pas. Jamais, vous n'avez pas essayé de l'intéresser, de le... Je ne voulais pas l'intéresser parce qu'il n'en comprenait pas le sens. Et dans un sens, si j'ose dire, il avait raison, parce que moi j'ai toujours pris soin de lire, même si je suis un bibliophile, et même si je pense, j'espère que ma vente de pouvoir, que j'ai des livres assez exceptionnels, j'ai toujours pris soin de dire que ce qui m'intéressait plus d'abord c'est le texte, et qu'il est le même dans le livre de poche. Mais ça coûte beaucoup moins cher. Et ça, je veux le dire parce que je ne veux pas qu'on croie que le livre qui m'intéresse est celui d'édition originale de 1580 de Montaigne ou de 1555 de Louise Labbé. Ça, c'est un autre aspect. Parce que dans cette bibliothèque que j'ai, oui, c'est une bibliothèque comme je viens de citer, mais c'est d'abord parce que j'aime le texte. Je ne collectionnerai pas de livres que je ne lirai pas, dont je n'aime pas le texte. Et là aussi, comme certains tableaux, il y a des écrivains qui ne sont pas entrés dans ma bibliothèque. Qui est aussi un autre portrait de vous, comme la collection, effectivement, faite avec Yves Saint-Laurent, en est un également. On va passer au public et à vos questions, qui, j'espère, seront nombreuses. Monsieur? Bonsoir, je voudrais savoir, est-ce que vous avez eu un objet, un livre qui vous a échappé dans votre collection, que vous auriez voulu avoir? Bien sûr. Alors là, la question, c'est une très bonne question. Il y a beaucoup de choses qui m'ont échappé. D'abord parce qu'elles m'ont échappé, d'autres parce que je n'avais pas les moyens de l'acheter, d'autres parce que je ne les ai pas trouvées sur mon chemin. Évidemment, je n'ai possédé de Manet qu'un pastel qui était rond comme ça. C'était bien, c'était Manet. Et nous sommes loin des Manet que j'aurais voulu avoir. Mais bien sûr, plein de choses comme ça. Mais c'est la vie. C'est ça aussi la vie. C'est le hasard. Il faut jouer avec le hasard. Moi aussi, je peux vous dire, parce que je ne sais pas si on me posera cette question, mais je vais au-devant. Bien entendu. Ah oui, j'ai pas de bacon. J'aurais bien voulu avoir des bacon. J'aurais bien voulu avoir un Pollock. J'aurais bien voulu avoir un Barnett Newman. Tous ces peintres pour lesquels j'ai une immense admiration. Ben, j'ai pas parce que ça ne s'est pas fait, parce que je n'ai pas trouvé. Voilà, oui, bien sûr. Je ne prétends pas avoir fait la plus belle collection du monde, je prétends avoir fait la mienne. Yves et moi, nous avons fait une collection qu'est la nôtre, et comme on a pu. Je ne dis pas comme on a pu avec un côté miséreux, c'est pas vraiment pas le cas, mais c'est comme on a pu. Quand on a pu, on l'a fait. Parfois, on n'a pas pu. Même des peintres pour lesquels, qui sont des amis, pour lesquels j'ai une grande admiration, on n'a pas de David Hockney, par exemple. Mais on peut en citer beaucoup de ça. Beaucoup. Allez-y. Haussez la voix, on vous entend. Bonsoir, je travaille sur la collection d'Yves Pop Art d'Yves Saint-Laurent 1966 et je me pose une grande question. Dans votre collection, il y avait deux œuvres Pop Art, le portrait d'Yves Saint-Laurent par Warhol et le portrait de Mougik. Et le portrait de Mougik, oui, d'accord. Oui, voilà, les trois. Et en fait, j'aimerais savoir pourquoi il n'y avait pas forcément plus d'œuvres Pop Art dans votre collection, même si... Plus d'œuvres Pop Art. Et notamment les œuvres de Tom Lesselman. Mais on aurait bien voulu acheter du Pop Art, on ne l'a pas acheté. Il faut que vous compreniez qu'on ne s'est pas assis autour d'une table, Yves et moi,
en disant on va acheter ça. On ne fait pas de marché. Hein? On n'est pas allé avec un caddie avec une liste de courses. On n'a pas fait de liste de courses. C'est triste. On a, je vous le répète, ce que j'ai dit tout à l'heure, on a acheté ce qu'on a pu. Du coup, je voulais savoir si c'était donc un manque d'occasion. Vous avez dit le mot, c'est un manque d'occasion. Tous les sens du terme. Question du coup, selon vous, quel est l'artiste qui a le plus inspiré Lucien Pas Laurent? compris. Redites, on n'a pas entendu. Selon vous, du coup, c'est quel artiste qui a le plus inspiré Saint-Laurent dans toute sa carrière? L'artiste qui l'a le plus inspiré? Oui, mais c'est la question qu'a posée Monique Younes. Vous savez, d'abord, j'aime pas le mot inspiré, si vous me permettez de vous le dire. Bon. Je crois pas. Vous avez devant vous quelqu'un qui ne croit pas à l'inspiration. Croyez au travail. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise quand je vois un couturier qui, le 1er décembre, est obligé de dessiner des dizaines et des dizaines de dessins parce qu'il y aura la collection à montrer le 28 janvier, ne parlez pas d'inspiration. Il n'y en a pas. Et d'ailleurs, je ne crois pas à l'inspiration depuis longtemps et jamais. Les gens font leur travail, chacun, couturier fait son métier, cordonnier arrange ses chaussures, et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors, qu'est-ce qui... J'aimerais mieux qu'on dise quels sont les peintres dont qui ont permis à Yves Saint Laurent de s'exprimer. Tous ceux qu'il a voulu. Il y en a beaucoup, vous le savez très bien. Il y a Goya, bien sûr, il y a Picasso, il y a Mondrian, il y a Braque, il y a tout le pop art. Et là, ça a été pas mal. Tout le pop art. Qu'est-ce que je vous dis? Voilà. Il y en a beaucoup. Mais il pouvait aussi, puisqu'on parle art, il pouvait aussi qu'utiliser ou que travailler sur les peintres qui étaient visiblement reconnaissables. Ça aussi, c'est important à dire. Autrement c'était un coup pour rien. C'était sympathique. Par exemple, si on prend Lyotard, grand peintre suisse, comme vous savez, célèbre pour ses bleus. Alors, il a souvent travaillé avec Gustave Zulteg, fabricant de tissus chez Abraham, pour lui demander de lui faire un satin Lyotard. Mais ça ne s'est pas vu. Comme les gens ne connaissent pas Lyotard, on en a encore moins parlé. Monsieur. Est-ce que je peux me permettre de vous demander, monsieur, ce qui vous a amené peut-être, je ne dirais pas à rejeter, mais à négliger certains auteurs dans lesquels on voit tout de même des humanistes comme Saint-Exupéry ou Malraux. Vous avez cité les deux auteurs, il en manque un. Oui. Et Camus. Oui, voilà, vous Camus. avez cité les trois auteurs qui n'entreront pas dans ma bibliothèque. Moi, vous savez, je vais choquer beaucoup de gens, alors il faudrait mieux que je ne m'explique pas. Non. Quand je vais dire que Camus est un philosophe prostituteur, je vais choquer beaucoup de gens. Quand je vous dirai que Malraux, c'est tout simplement illisible et que personne ne me dira qu'il a lu la condition humaine comme un roman policier, personne. Et quant à Saint-Exupéry, c'est très gentil s'il n'était pas mort dans un accident d'avion et s'il n'avait pas écrit Le Petit Prince, je ne suis pas sûr, avec lequel on fait tant de t-shirts, je ne suis pas sûr. En tout cas, vous voulez mon goût, je vous le dis. Voilà. Mais vous pouvez trouver que j'ai tort. Vous pouvez tous trouver que j'ai tort. Je ne suis pas sûr que vous me ferez changer d'avis, mais... À part ça, ils y sont tous. À peu près. Merci. J'ai une question, M. Berger. Pourquoi avoir fait cette vente aux enchères? Pour quelles raisons financières? Pour quelles raisons vous avez fait organiser cette vente aux enchères? Bien entendu, pour des raisons financières. Pour plusieurs raisons. La première, qui était une obligation, parce que dans son testament, Yves Saint Laurent avait légué toute une partie, la moitié à moi
l'autre moitié à la fondation dans laquelle vous vous trouvez. Je n'avais pas les moyens d'acheter ça, moi. Donc, j'étais bien obligé de faire cette vente. Ensuite parce que j'aime les ventes aux enchères. Parce que je trouve que je n'aime pas ce que les Goncourt ont appelé le froid des intérêts des musées, ni des bibliothèques. Je crois à la vertu des objets qui passent de main en main. Je trouve ça formidable. Je trouve que se dire qu'un objet, il était chez Jacques Doucet, il était chez Saint-Laurent, et un jour il est ailleurs, je trouve ça formidable. Et je crois à la vertu de l'achat. J'ai inventé une petite formule qui me fait peut-être rire que moi, sur les ventes aux enchères. Je dis que c'est comme la psychanalyse, pour que ça marche, il faut payer. Bah ouais. D'autres questions? Oui? Attendez, Comment derrière. c'est? Oh, ici. Vous êtes debout là. Allez, hop. Je voulais demander si vous collectionniez pour d'autres maisons à Marrakech et en Normandie, comme vous collectionniez pour votre appartement à Paris. Je suis content de votre question. La réponse est oui. La réponse est oui parce que vous savez, quand on est un collectionneur, on finit par collectionner boîtes d'allumettes, tout ce qu'on veut, mais moi, je suis un collectionneur. Et d'ailleurs, je engage tout le monde à collectionner. Et je dis à ceux qui ont des enfants, faites-les collectionner très tôt. Faites-leur collectionner des timbres de poste. Rien n'est plus beau. Ils feront le plus beau voyage du monde et ils seront beaux du monde avec ces timbres aux noms merveilleux, aux couleurs superbes. Et ils ont appris en même temps. En même temps, ils découvriront une géographie superbe et en même temps, ils viennent collectionner. Bien entendu, au Maroc, par exemple, j'ai collectionné et j'ai toujours une énorme collection de peintres orientalistes, bien sûr, et beaucoup de choses, et beaucoup d'objets. Dans une autre maison en Provence, je ne savais pas quoi collectionner. Un jour, j'ai été sauvé par une exposition qui avait lieu là-bas et qui était l'exposition de Sortibelli. Je ne sais pas ce que c'est que Sortibelli, peut-être. Sortibelli, ce n'est pas des santons. Ce sont des figures en terre cuite qui viennent de Naples, mais ce n'est pas des santons parce qu'il y a Voltaire, il y a Napoléon, il y a ce qu'on appelle tous les païens qui sont... j'ai une grande collection de ça. Enfin, j'essaye de faire des collections un peu partout et de trouver une raison de collectionner. Et vous gardez votre collection de vanités? Oh, je vais peut-être pas la garder, je vais la vendre un jour parce que j'ai besoin de place. Il faut collectionner. J'ai besoin de place parce que j'ai aussi une collection de masques africains, mais pas seulement, indonésiens, et pas seulement non plus. Donc, je suis un peu coincé. On verra. Derrière. Quelqu'un était... Oui, allez-y. Parlez fort. Hein. Je voulais savoir quelle place vous donnez à Jean Cocteau dans votre collection. À Jean Cocteau. Écoutez, d'abord, je vais vous dire que je vends toute ma collection de livres. Le 11 décembre. Non. Bon, le 11 décembre, Une 150. partie, oui, oui. On a 1700. À partir. Les ventes vont jusqu'en fin 2017. Alors, on a le temps de voir tout ça. Je vais vous dire, je garde uniquement 2 livres. L'un est le premier livre d'un écrivain, l'autre est le dernier livre d'un écrivain. Ce n'est pas les mêmes. Le premier, c'est Giono, son premier livre publié, mais qui n'est plus réédité jamais. C'est un livre de poèmes qui s'appelle La Compagnie de la Pute. Le deuxième livre, c'est le dernier livre de Cocteau, qui s'appelle Le Requiem. Je garde les 2 livres, d'abord parce que ces 2 hommes qui ont eu une importance considérable chez moi. Je suis aujourd'hui titulaire du droit moral sur l'œuvre de Jean Cocteau. Je suis président
du prix Giono et de je ne sais pas quoi encore. Giono, oui, ils ont créé une association pour acheter sa maison, naturellement, préside. Donc, pour moi, c'est deux écrivains, et c'est cela que je garde. Autrement, je ne garde rien. Parce que si vous commencez à garder un livre, les autres ne sont pas contents. Pourquoi lui et pas moi? J'aime mieux vendre tout. Allez-y. Monsieur Berger, avec cette collection, avec cette exposition, pardon, est-ce que c'est pas quelque part une page de votre vie qui se tourne, qui se ferme, sachant qu'il y a quand même un rapport à l'intime, parce que c'est des lieux dans lesquels vous avez vécu, c'est des œuvres que vous avez contemplées et admirées, et on a l'impression que c'est, je dirais pas testament, il n'y a rien de funeste dans mes propos, mais c'est quand même quelque chose qui se ferme. Il y a quelque chose qui s'ouvre après aussi. Oui, c'est vrai probablement, mais moi j'avais envie. Saint-Laurent est célèbre, il n'est pas certain qu'il soit connu, et j'avais envie de le faire connaître davantage et de me faire connaître davantage par voie de conséquence. Et je me suis dit que oui, il y a des films ici, il y a des films là, il y a des livres ici, il y a des livres là, mais tout ça est infidèle. En tout cas, moi, je ne me reconnais jamais, et je ne reconnais pas Yves, et pourtant je connaissais. Et qu'il était peut-être intéressant de montrer les choses et de les montrer réellement. Parce que ce n'est pas une invention, ce n'est pas une reconstitution comme la vallée au loup, Châteaubriand, où aucun des meubles qui n'est là n'a été jamais utilisé ni vu par Chateaubriand, même si ça fait une agréable maison, mais rien n'est vrai. Donc il était pour moi important de montrer, et c'est merveilleux comme ça a été reconstitué. Merci à Nathalie pour ces espaces. Et à Jacques Grange pour ce qu'il a fait. Jacques Grange qui a beaucoup travaillé avec nous, évidemment, connaissait Saint-Laurent par cœur. C'était pas comme ça, mais c'est absolument comme ça. Moi-même, et je l'ai traversé avant de venir vous voir, cette exposition, juste maintenant, j'étais encore une fois complètement épaté par la vérité du Picasso sur le meuble de Brandt. Il n'a jamais été là-bas comme ça, mais on ne peut pas faire mieux, quoi. Donc c'est ça que j'ai voulu montrer. Mais tout le monde ne le verra pas, et puis beaucoup de gens ne le verront plus jamais. Et c'est ce qu'on a voulu faire, Jérôme et moi. Et oui, quand on fait, ce n'est pas gratuit de faire une exposition. Ce n'est pas gratuit. On s'expose aussi. Et c'est ça qui est important. C'est de savoir s'exposer. Maintenant, quand tu as la page qui se ferme, on verra. Je n'ai peut-être pas terminé le livre. Avec des conditions. Hein. J'ai compris. Je n'ai peut-être pas terminé le livre de ma vie, que j'ai commencé il y a longtemps. Je vais préciser que l'exposition dure jusqu'au 14 février. Mardi 17 novembre, il y aura Jérôme Neutre, le commissaire de l'exposition, à la place de M. Berger. Et je serai à sa place. Voilà, pour nous parler des collections Doucet et d'Yves Saint-Laurent, c'est vaste communicant, parce qu'il y a... New York. En pensée, vous savez. Voilà. Mais pas avancé. On va voir avec Jérôme. Je vous remercie infiniment d'être venu. Il y a une question. Allez-y. Bon, j'apprécie beaucoup le duo de choc entre Pierre Berger et Yves Saint-Laurent. Et également le duo de choc sur l'art de collectionner ici présent entre Pierre Berger et Monique Younes. Et ma question en fait était qu'est-ce qui a participé dans votre éducation à vous donner cet art de collectionner? Parce que... Rien. Je suis d'un milieu très modeste. Oui. À part la lecture, oui. Ah. Et la musique. Mais la collection, pas du tout. Il y avait un goût épouvantable, mes parents.
ne savaient pas, et les parents gays ne parlent pas. Ils n'ont jamais ouvert un livre de leur vie. Ils n'ont jamais mis les pieds dans un musée. Et ils allaient au théâtre pour digérer. Et voilà. Et l'humour, d'où vient-il? mais je vous dis ça parce que je ne crois pas, je crois rien de tout ça, je ne crois pas aux ailes, je ne vois rien de tout ça. D'ailleurs, si j'en juge par les fils qui succèdent à leur père et qui font des catastrophes, donc il ne faut pas tout à fait croire à l'hérédité ni le milieu familial dans lequel on est. Mais comme tout à l'heure, j'avais entendu l'idée d'apprendre à collectionner aux enfants. Je me suis dit peut-être qu'il y avait eu dans l'enfance non, personne n'a appris à collectionner. Autodidacte. Tout à fait. En quelque sorte. Et fier de l'être. Oui. Monsieur Berger, je voulais poser une question. Quel est votre rapport à l'art sacré et à la spiritualité? Notamment, vous avez évoqué tout à l'heure Matisse, qui est quand même un artiste qui a un certain nombre d'œuvres en ce sens, et c'est peut-être une facette que l'on ne connaît pas forcément de vous. Je vais essayer de vous montrer cette facette. Je vais d'abord préciser que je ne crois à rien, ni à Dieu ni à diable, et que je suis persuadé que quand je mourrai, tout va disparaître comme ça. Je ne crois pas pourquoi on serait supérieur aux animaux, aux chiens ou à d'autres, et pourquoi on imagine qu'on a une âme, et que cette âme, je ne vais pas vous raconter tout ça. Mais à partir du moment où je vous ai dit ça, que l'art sacré, soit sacré ou ne soit pas, j'aime l'art. Donc j'aime l'art sacré, comme je vais parler de musique sacrée, j'aime le Requiem de Berlioz, j'aime celui de Verdi, j'aime celui de Mozart, j'aime celui de... j'ai oublié. Voilà. Donc l'art sacré me touche beaucoup. Et en effet, Matisse, ce qu'il a fait avant, c'est tout à fait remarquable. Et ce qu'a fait également Léger, qui est un des plus grands peintres du XXe siècle, et peut-être celui qui a la plus grande adéquation avec ce siècle. Léger est quand même né avec les machines. Léger est là qui puise toute son manière de travailler dans le XXe siècle et dans toutes ces histoires de machines. Et c'est très 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 important. C'est le cas même Métropolis avec Brigitte. Voilà. Est-ce qu'on peut ovationner Pierre? Oh non. Acheter les ouvrages, sachez que M. Berger peut rester 5 minutes avec nous pour vous les dédicacer, n'est-ce pas? Je n'étais pas prévenu, mais ce que vous dites...